Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, je vais vous parler d'un film américain certes, mais réalisé par le metteur en scène franco-grec Costa Gavras, même si j'avoue qu'ici j'ai découvert sur le tard son Missing Porté Disparu, sorti il y a 40 ans, en 1982 au Festival de Cannes, où il a eu la Palme d'Or. C'est avant tout pour rendre hommage au compositeur de sa bande originale, Monsieur Vangelis, qui nous a quittés il y a quelques jours, un génie de la musique électronique que j'appréciais particulièrement, qui nous a offert de superbes bandes-son, mais aussi des albums remarquables entre musique atmosphérique, expérimentale et j'en passe. Et donc, comme j'ai déjà évoqué sur la chaîne, des films comme Blade Runner, 1492, Les Chariots de Feu, là où il a sorti peut-être ses compositions les plus connues, je me suis dit, tiens, je vais faire d'une pierre deux coups, revenir sur un film dans lequel donc il a prêté son talent, pas forcément ses plus marquantes partitions, mais aussi donc approfondir la filmographie d'un Costa Gavras qui m'intéresse particulièrement parce que les films que j'ai vus de lui jusqu'ici m'ont beaucoup marqué, notamment Z, L'Aveu, Mad City à l'adolescence, et plus récemment au cinéma, à un degré moindre, mais quand même, Adults in the Room. Donc Missing faisait partie de cette liste, d'autant plus qu'il a été fort réputé. Et au casting, nous y retrouvons dans le rôle principal un certain Jack Lemmon, loin de ses comédies à l'américaine d'antan. Il a eu le prix d'interprétation, je crois, ici pour sa performance. À ses côtés, Sissy Spacek, des années après Carrie au bal du diable ou encore Badlands. Il y a aussi Melanie Mayron, John Shee, que j'ai découvert assez jeune dans Chérie, j'ai agrandi le bébé, pas le même genre, hein. Ou encore Jerry Hardin, qui fera quelques années après Gorge profonde dans la série X-Files. Et donc, oui, il s'agit ici d'un brûlot pur Costa Gavras, adapté d'un roman, voilà, et surtout inspiré d'une histoire vraie qui s'est déroulée en 1973 suite au coup d'État mené par le général Pinochet au Chili pour renverser le gouvernement de Salvador Allende. Et donc l'installation d'un régime totalitaire sous couvert, on va dire, d'une Amérique très consentante, pour ne pas aller plus loin, hein, vous voyez ce que je veux dire. De toute façon, c'est le propos du film. Et on va suivre un jeune homme, un étudiant qui vit avec sa compagne, un petit peu bohème, un peu gauchiste, quoi. Alors, pour un Américain, attention, oh là là. Et bon, il fricote avec les milieux underground, et quand Pinochet arrive au pouvoir, forcément, il va être menacé, puisqu'il a échangé avec des journalistes et tout, et il va disparaître. Voilà, son épouse, enfin sa compagne, ils ne sont pas mariés, hein, je crois pas, hein, ne le retrouve pas chez lui, et elle va donc appeler son beau-père, le père donc, de ce jeune qui a disparu, qui va débarquer des États-Unis avec ses convictions, ses fausses certitudes, et va se rendre compte que la recherche de son fils va être très compliquée, puisque là, il y a un gouvernement qui se met en place qui n'est pas évident du tout, et en plus, les diplomates américains sur place n'aident pas vraiment, et pour cause, ouais. Et ce qui est terrible dans cette histoire, c'est que c'est donc des faits réels, et donc c'est encore plus percutant, même si là, dans certains films précédents du monsieur, il avait inventé des choses, mais toujours inspiré de faits qui ont pu se produire dans certains pays, d'autant plus que Costa Gavras lui-même a fui la dictature. Et c'est un film qui est assez sobre dans une certaine manière, mais qui percute parfaitement. Là aussi, on a un crescendo avec un faux rythme par moment, mais cette conclusion est assez forte. Je n'en dirai rien, voilà, si vous ne connaissez pas l'histoire, hein, va-t-il être retrouvé? Si oui, comment? Et comment, surtout, les autorités sur place vont être accusées ou pas, hein. Ce qui est certain, c'est que nous assistons à un film qui se construit petit à petit, d'abord avant la disparition, l'enlèvement, on ne sait pas trop, hein, et après avec la compagne, j'ai envie que ce soit son épouse. Mais ils sont pas mariés, il me semble pas. Si, ils sont mariés, là, je viens de voir dans le synopsis, je n'étais pas complètement cinglé. Ils sont bien mariés, mais voilà, sa jeune épouse, donc, qui se retrouve isolée. Il y a une scène remarquable, un moment où elle fuit le couvre-feu, enfin, voilà, elle est dehors au mauvais moment, et elle voit des militaires pourchasser un cheval blanc qui représente la liberté, la démocratie, et on voit ces militaires qui, en plein de cruauté, qui veulent tuer cet animal trop libre à leurs yeux, hein, voilà, symbole. Bref, il y a ça, et puis après l'arrivée du père. Et alors, la construction d'un lien entre beau-père et épouse, on voit quand même qu'il n'apprécie pas trop la vie de son fils, donc sa compagne non plus. Lui qui est très conservateur, très croyant, une sorte de science chrétienne derrière, là. Alors, c'est pas une secte, hein, mais difficile de dire ce qui est secte ou non aux États-Unis, par moment quand même. Et donc, très, voilà,
on va dire, rétrograde réac un peu, conservateur, et qui voit donc, bon, il se dit, oui, bon, allez, on va le retrouver, le fils, et puis petit à petit, il se rend compte que en fait, son pays est un petit peu en mode trahison avec les siens dans cet endroit-là, enfin, du moins, les siens qui sont un peu trop à gauche, puisque le gouvernement Pinochet a été quand même très librement installé grâce à l'aide des militaires sur place, des États-Unis. Et oui, terrible histoire. Hein. Et donc voilà, un lien va se faire entre les deux. Petit à petit, la belle-fille et son beau-père vont se rapprocher. Forcément, ils ont un but commun quand même. Hein. Ils aiment la même personne. Et quand la vérité va finir par éclater sur certaines choses, forcément, ils vont avoir besoin de se serrer les coudes. Et donc, on a deux personnes que tout oppose, qui vont s'unir autour de cela, et même s'apprécier de plus en plus. Moi, j'ai trouvé ça remarquable. Il y a une idée de poésie là-dessus, un petit peu à l'image de la bande-son de Monsieur Vangelis. Et puisque le thème principal résonne en fond ici, je voulais saluer celui-ci. Certes, c'est peut-être pas sa meilleure composition, et encore, hein, voilà, il a fait tellement de belles choses dans tous les sens. Mais alors, voilà, ces petites notes de piano derrière, un petit peu éthérées, mélancoliques, avec une fausse douceur qui traduit un faux semblant perpétuel dans le métrage. Je trouve que c'est un choix parfait, voilà. Et je peux vous le dire, j'ai réécouté un petit peu cela après avoir vu le film, avant de faire la vidéo, et je me suis dit, bah oui, je ne pouvais pas faire celle-ci sans laisser quelques notes jouer vaguement en fond ici. Donc voilà, Vangelis fait le travail en restant en retrait. Il va rien faire de mémorable, mais bon, c'est de la commande aussi. Hein. Après, peut-être qu'il appréciait quand même Costa Gavras, hein, il venait du même pays après tout. Et voilà, il habille le film avec une maestria qui lui est telle que même dans les moments un peu plus reculés, il a sa présence là. Et ça colle parfaitement au charisme d'un film qui est très dur, mais aussi très fort sur l'humain, avec beaucoup de désillusions. Aussi, on voit les journalistes, un petit peu les amis et donc du fils disparu, qui subissent également tout ce gros bazar qui est en train de se mettre en place. Et le Chili en souffrira de nombreuses années. Beaucoup de personnes vont voilà, y laisser la peau. On voit d'ailleurs des moments où ils sont dans des charniers à chercher éventuellement le cadavre de leur fils, parce qu'à un moment, ils se posent la question, n'est-il pas mort? N'a-t-il pas été exécuté? Et des scènes violentes quand même, comme ça, avec des corps qui jonchent le sol. Voilà, c'est ce genre de film qui est d'une réussite totale, même si je trouve un peu moins réussi peut-être qu'un Z, qui est mon préféré, ou l'aveu, parce que c'est assez américanisé quand même, mais il fallait avoir, on va dire, une bonne paire de testicules à l'époque pour produire un tel métrage qui a dû pas plaire du tout à certains Américains, et c'est un film américain, je crois que c'est Universal qui est derrière, donc il y a un beau brio derrière, on osait quelque chose alors qu'on était quand même en 1982, hein. C'est pas les années les plus progressistes pour les États-Unis, je pense qu'il y a une réponse politique derrière aussi, hein, forcément. Et voilà, Costa Gavras a touché juste, comme il le fait quasiment à chaque fois dès qu'il traite du domaine politique et de certaines injustices et de certaines cruautés humaines sous couvert d'un pouvoir imposé. Donc voilà, c'est un metteur en scène que je vous conseille. D'ailleurs, je pense que je rattraperai d'ici la fin de l'année son Amen, qui est un autre de ses films très marquants, puisqu'il fête ses 20 ans. Et voilà, puis je vous conseille vraiment L'Aveu et Z. C'est du grand art avec Yves Montand. Et Mad City aussi, dont j'avais parlé aussi sur la chaîne. Je crois que c'est... Ouais, Mad City, j'en avais parlé. Pas L'Aveu, pas Z, mais Mad City, oui. Bref, un très bon film, avec une photographie un peu lumineuse, mais faussement lumineuse aussi. Un brûlot qui va rester dans mes souvenirs. Et bien sûr, reposez en paix, Monsieur Vangelis. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de Monsieur Vangelis, des films de Costa Gavras, des films politiques et tout. Et je vous dis ciao!